Le président Ouattara a reçu à l'Élysée cet après-midi, mais déjà hier en sa présence, le deuxième acte du C2D, contrat désendettement développement, a été signé. Ce sont 638 milliards de francs CFA qui seront réinjectés dans l'économie ivoirienne. À Bouaké, le ministre Bandama Maurice exhorte les Ivoiriens à cultiver les alliances interethniques pour une paix durable. Le point sur le panel organisé à cette occasion dans quelques instants. Et au Burkina Faso, des milliers de personnes ont rendu hommage aux martyrs de la Révolution. Bienvenue à tous dans ce 13h. Le président Alassane Ouattara sera reçu à l'Élysée cet après-midi. Les deux chefs d'État, Alassane Ouattara et François Hollande, vont passer en revue la coopération bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais hier déjà, en marge du forum Aspen Europe-Afrique, le président Alassane Ouattara a été le témoin de la signature de la seconde phase du C2D, contrat de désendettement initié par la France dans le cadre de la relance économique de la Côte d'Ivoire. Ce sont 638 milliards qui seront ainsi réinjectés dans l'économie ivoirienne. Abiba Damblé, saluez notre envoyé spécial. 30 pays représentés à ce dîner gala, dont l'invité spécial était le président Alassane Ouattara. L'objectif, selon le président de l'Institut Aspen France, étant le désir et la volonté de comprendre, éclairer et fortifier ce qui rapproche les continents européens et africains, d'écarter ce qui peut les menacer ou les opposer et d'imaginer ce qui pourrait les grandir. Ces propos résument l'esprit de Aspen Europe-Afrique, créé il y a 20 ans. Le président Cyril Benoît a profité de cette tribune pour rendre un hommage au président Alassane Ouattara. Comment rassembler l'épaisseur et la densité d'un homme en un fragment? Je vais donc faire appel à la spontanéité. Ce qui me vient à l'esprit, c'est d'abord l'expert, l'économiste. C'est ensuite le Premier ministre, l'homme du redressement ivoirien. Et c'est enfin le combattant de son destin, celui de son pays. Alors oui, s'il est un terme pour vous définir, c'est bien celui de leader. Ou si l'on préfère une tournure plus coutumière en Afrique de l'Ouest, je me permettrai d'utiliser celui de chef. Le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, a souligné les grandes qualités de leader du président Alassane Ouattara, qui a su hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays qui comptent sur la scène internationale. On demandait à Willy Brandt, grand homme politique européen, allemand, qui a rapproché l'Est et l'Ouest, si vous vouliez résumer votre pays, quel mot choisiriez-vous? Et Brandt a eu cette jolie réponse. Au fond, ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, j'ai fait mon possible. Et je pense que Alassane, tu choisirais aussi cela. En tout cas, je souhaite que l'Europe et l'Afrique, grâce à nous tous, travaillent étroitement ensemble, parce que nous sommes non seulement des égaux, mais des amis. Avant ce dîner gala, le président Alassane Ouattara a assisté à la signature d'un contrat de désendettement et de développement, C2D, portant sur un montant de 638 milliards de francs CFA. C'est une seconde phase, après celle portant sur 413,5 milliards de nos francs. Dans le cadre de la gestion de la dette ivoirienne, c'était un montant de 2500 milliards de francs CFA qui est concerné. Il y a eu une annulation sèche de la partie française de 600 milliards de francs CFA, donc il restait 1900 milliards de francs CFA. Et c'est ça qui fait l'objet des deux CDD concernés. Donc le premier CDD a été signé en 2012, et le deuxième vient d'être signé. Et en fait qui concerne 6 secteurs importants de concentration, de manière à pouvoir impulser le développement de la Côte d'Ivoire. 6 secteurs d'activité sont concernés par ce contrat. Il s'agit de l'éducation-formation, de la santé, du développement urbain, du transport, de l'aménagement urbain et de l'agriculture. Ajoutons que le Premier ministre est aujourd'hui face au patronat français regroupé au sein du MEDEF. En Éthiopie, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Ouloto, a échangé avec ses homologues éthiopiens en charge de la femme, de la jeunesse et celui du travail et des affaires sociales. Au centre de la rencontre, les questions liées au genre. Sidonie Davila.
Comment s'imprégner de l'expérience éthiopienne en matière de lutte contre la traite des personnes, la pauvreté? Comment réaliser l'autonomisation de la femme? Deux préoccupations au cœur des échanges entre Anne Désiré Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et ses homologues éthiopiens. Les échanges avec la ministre éthiopienne des Femmes et de la Jeunesse sur les questions relatives à l'autonomisation de la femme et à sa participation à la vie sociale ont été bénéfiques, selon la ministre ivoirienne. Je retiens en tout cas qu'en matière de taux de représentation des femmes à des postes électifs, l'Éthiopie a un taux assez intéressant. Et en matière d'autonomisation économique de la femme, entendu des choses assez intéressantes. La stratégie justement mise en place pourrait nous permettre d'accélérer la représentativité des femmes au poste électif. Je pense que nous allons nous imprégner effectivement de leur expérience. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a bien apprécié l'expérience de l'Éthiopie en matière de lutte contre la traite des personnes. Elle a par ailleurs annoncé la mise en place d'un comité technique inter-État pour lutter contre ce phénomène. Ces rencontres, notons-le, ont eu lieu lors de la 9e conférence régionale africaine sur les femmes tenue du 17 au 19 novembre à Addis Abeba. Une conférence au cours de laquelle les ministres en charge du genre ont analysé la déclaration d'Addis Abeba en vue de sa position commune au cours de la 59e session des Nations Unies sur la condition des femmes prévue en mars 2015. Hier, le monde entier a consacré une journée aux handicapés. En Côte d'Ivoire, la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour transmettre ses préoccupations au gouvernement. Emma Niamien pour plus de détails. Pour la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, toutes les associations membres de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire étaient présentes au district d'Abidjan. Cette journée instituée par les Nations Unies est l'occasion de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés, notamment la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Justement, l'accès au travail reste à ce jour la plus grande préoccupation des handicapés de Côte d'Ivoire, même s'ils reconnaissent que le gouvernement mène déjà des actions en leur faveur. Il faut dire que le recrutement a été sur nos revendications. Nous ne savions pas que le gouvernement pouvait nous apporter beaucoup plus dans l'auto-emploi, dans l'entrepreneuriat. Vous le savez, les personnes handicapées sont beaucoup artistes et artisans. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle souligne que l'État est conscient des difficultés que vivent les personnes handicapées. Il les a assurés que bientôt, leurs préoccupations connaîtront des réponses satisfaisantes. La question du siège, pour moi, je vous dis, c'est une question qui est réglée. Parce que le Premier ministre a donné des instructions au ministère de la Construction à travers la SOGEPIE. Le mardi dernier, sur la table du Conseil de gouvernement, le projet de décret concernant le recrutement dérogatoire faisait partie de l'emploi du temps des ministres. Le Premier ministre étant absent, il a simplement décalé d'une semaine. En marge de cette célébration officielle, le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a fait des dons aux personnes handicapées. Des tricycles, des béquilles, des cannes anglaises et des cannes blanches leur ont été remis afin de leur faciliter la mobilité. Plus de 20 projets de personnes vivant avec un handicap vont être financés par l'organisation non gouvernementale Patience Espoir, une initiative pour aider ces personnes vulnérables à se prendre en charge financièrement, nous dit Douad Lazer. Berla Etienne vit avec un handicap physique depuis plus de 40 ans. Il se déplace dans un fauteuil roulant pour vaquer à ses occupations. Une situation difficile, mais qui ne l'empêche pas d'entreprendre. Faire l'athlétisme en fauteuil roulant. Souvent, les gens pensent que nous, les handicapés, on ne peut rien faire. C'est pas parce qu'on est assis, c'est pas ça. Mon idée, en tout cas, c'est pour mettre les magasins en place, quoi. Faire un magasin des habits, un magasin de gaz. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à le faire parce qu'il n'y a pas de moyens et puis il n'y a personne pour m'aider. Des ambitions qui pourront être réalisées grâce à l'ONG Patience Espoir. Il y aura 13 projets qui seront financés. 3 projets à fort potentiel, je dirais, qui sont de 5 millions, 4 millions et 2 millions. Et 10 petits projets de 10 millions qui seront financés. C'est de permettre aux personnes handicapées de pouvoir réaliser leurs rêves.
L'initiative est saluée par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso. La fonction publique n'est pas le seul endroit où on peut s'exprimer. On a l'initiative privée. Le gouvernement et ses partenaires techniques ont mis en place des lignes de financement, des lignes de crédit. Ils peuvent y souscrire. Les handicapés se réjouissent de cette opportunité qui va leur permettre d'être autonomes financièrement. Mon projet, c'est l'élevage du poulet. Au niveau des personnes handicapées, il y a aussi des penseurs. Et je souhaite vraiment que cette initiative-là puisse profiter à tous mes frères qui ont des projets. Tous les handicapés physiques sur le territoire ivoirien devront participer au concours Handi Meilleur Projet en inscrivant leur projet à réaliser sur le site www.handimeilleurprojet.org. Le bureau Save the Children d'Abengourou poursuit sa campagne de sensibilisation sur la déclaration des naissances. Les responsables de cette ONG internationale de protection des droits de l'enfant étaient récemment à Niansue pour exhorter les populations de cette localité à déclarer leurs enfants à l'état civil. Honorine Aingori. Le choix d'Aniassié pour abriter cette campagne de sensibilisation s'explique par le fait que cette localité connaît un fort taux d'enfants sans extrait d'acte de naissance. L'année dernière, environ 500 enfants ont été dénombrés dans les écoles primaires de la sous-préfecture. Ce chiffre pourrait avoisiner 700 enfants si on y ajoute les non scolarisés. Le sous-préfet d'Aniassié, Brigitte Kosonou, qui a dénoncé cet état de fait, a invité la population de sa circonscription à déclarer les naissances à l'état civil. Elle a fait comprendre aux parents qu'un enfant sans extrait d'acte de naissance n'a pas d'existence juridique. Il n'est donc pas connu dans les fichiers de l'État. Et cela peut constituer un véritable frein à son évolution dans la vie. Le sous-préfet a relevé à titre d'exemple le cas de la dizaine d'écoliers de la sous-préfecture d'Aniassue qui n'ont pu présenter l'examen d'entrée en 6e en 2014 du fait du manque d'extrait d'acte de naissance. L'administrateur civil a donc saisi l'occasion pour inviter les hommes et les femmes de sa circonscription à ne pas hypothéquer l'avenir de leurs enfants pour un simple extrait de naissance. Le représentant du bureau Save the Children d'Abengourou, Nanga Koulibaly, a pour sa part exhorté les parents à respecter le droit à une identité et à une nationalité de leurs enfants, comme le stipule l'article 7.1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Le ministère de la Culture et de la Francophonie veut promouvoir les alliances interethniques afin de garantir la cohésion sociale entre les peuples et la stabilité de la nation. Un panel sur le thème « Les alliances interethniques, vecteurs de cohésion sociale » a été initié à Boaké. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame. Les alliances interethniques se définissent comme des pactes de non-agression signés entre deux peuples après de sanglantes et meurtrières guerres. Depuis des siècles, ces alliances interethniques ont permis à de nombreux peuples de vivre en harmonie et en paix, garantissant du coup la cohésion sociale. Les alliances interethniques, facteurs culturels et vecteurs de paix. Le ministère de la Culture et de la Francophonie veut promouvoir ces valeurs culturelles en vue de bâtir une nation prospère, solidaire et stable. Un panel sur le thème « Les alliances interethniques, vecteurs de cohésion sociale » a été initié. Les panélistes ont donné les origines de certaines alliances avant d'exposer leur portée culturelle et sociale. Ils ont également exprimé le vœu de voir les alliances interethniques enseignées aux jeunes générations afin d'éviter au pays certaines crises. Un vœu entendu par le ministre Maurice Bandamakwakou qui compte travailler sur les conclusions du panel pour faire des propositions au gouvernement. Le ministère de la Culture doit pouvoir réunir des experts pour pouvoir tirer toutes les recommandations qui en sortiraient afin que nous puissions proposer au gouvernement, aux institutions, de prendre des mesures afin que ces valeurs puissent être partagées et perpétuées. Les nombreuses préoccupations posées par les participants dénotent de l'intérêt que les populations accordent aux alliances interethniques. Notons que le peuple baoulé de Côte d'Ivoire est allié au Haoussa du Niger.
Et le programme national de cohésion sociale veut inculquer les valeurs de paix à la base pour favoriser la culture de la paix en milieu scolaire. Le PNCS, en collaboration avec le Centre pour la promotion des droits humains et le développement en Afrique, propose un ouvrage. Le manuel du petit citoyen destiné aux élèves a été distribué au chef d'établissement Serge Kolia. Le manuel du petit citoyen constitue un ouvrage didactique qui va contribuer à éduquer, instruire, construire et forger une âme d'ivoirien modèle imprégnée des valeurs de citoyenneté. Le document conçu par le Centre pour la promotion des droits de l'homme et le développement en Afrique est préfacé par le professeur Mariatou Kone, directrice coordonnatrice du programme national de cohésion sociale, vise à donner aux élèves les outils pour être des acteurs de paix, d'équité et de justice. L'éducation à la citoyenneté, le droit à l'éducation, la prise en charge des personnes handicapées, la maltraitance des enfants sont quelques-uns des thèmes développés dans ce livre illustré. La culture de la paix, c'est un processus d'apprentissage. Et cet apprentissage-là commence dans le berceau. Un enfant qui vit avec la culture de la paix, qui sait qu'il ne faut pas être violent, qui sait qu'il faut être tolérant, qui sait que la démocratie c'est important pour un pays, il grandit avec, et je pense que c'est bon pour la nation. Les chefs d'établissement ont reçu des exemplaires destinés à la formation de leurs élèves. Le manuel du petit citoyen, a indiqué la directrice coordonnatrice du programme national de cohésion sociale, est un guide utile pour les jeunes et pour tous ceux qui aspirent à une société démocratique, respectueuse des libertés. À 15 km de Boisflé, l'ADDR et la communauté d'Akovebo ont organisé une journée socioculturelle et sportive. Objectif, raffermir et consolider la cohésion et la cohabitation entre les stagiaires de l'ADDR et les villageois. Chantal et Ouma à Kandan. Cette journée socio-culturelle a été marquée par des sketchs. Des thèmes comme le désarmement, le mariage forcé et la sensibilisation pacifique ont été interprétés par les ex-combattants. Le chef du bureau ADDR de Séguéla, Oumar Diaby, a exprimé sa fierté. Selon lui, l'objectif à travers la resocialisation est un acquis pour ces ex-combattants. Il a remercié la population d'Akoviebo pour l'accueil réservé aux stagiaires. Par ailleurs, le représentant de la DDR a souhaité que les stagiaires connaissent une réintégration sociale réussie à travers le vivre ensemble. Le sous-préfet de Boisflé, Aristide Ango, a invité les stagiaires à mettre en pratique la formation acquise durant leur séjour au centre de resocialisation. Il a rappelé la mission des ex-combattants qui est d'accompagner le processus de réconciliation dans le pays et indiqué qu'ils sont des exemples de la cohésion sociale. En prélude à cette journée, les 652 ex-combattants stagiaires du centre de resocialisation situé dans l'école des faunes et des aires protégées EFAP de Boisflé ont réalisé une opération coup de balai et le ravalement des façades des bâtiments de l'école publique du village d'Akoviebo. Cette deuxième édition des Journées du citoyen de la cohésion des forces terrestres, elle s'est déroulée à l'ancien camp militaire d'Akwedo en présence du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Cette journée a pour objectif de consolider la fraternité d'armes au sein des forces terrestres et de raffermir les liens armées-nation. Abou Sanogo pour plus de détails. Ces journées exclusivement dédiées chaque année à un millier de membres de la société civile ont pour objectif de consolider la fraternité d'âmes au sein des forces terrestres, entre les autres forces militaires et paramilitaires et raffermir le lien armée-nation. Placé sous la présidence du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko, ces journées portes ouvertes ont offert aux visiteurs l'opportunité de s'imprégner du fonctionnement de l'institution militaire en général et de celui des forces terrestres en particulier. Ainsi, les participants, composés en majorité d'étudiants de grandes écoles, de représentants de la société civile et des institutions étatiques, ainsi que des parlementaires, ont été instruits lors des différents ateliers initiatiques sur le fonctionnement général de l'armée, notamment sur les principes et vertus du défilé militaire, la connaissance des grades, l'armement et le matériel roulant utilisé par les forces terrestres. Le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres, a dit sa satisfaction au regard de l'engouement qu'a suscité cette deuxième édition. Hier, entre l'armée et les civils, cette cohésion.
il est entre l'armée et les civils, ce mur de méfiance qui soit totalement brisé et que les civils, la population civile, sache que l'armée est là pour elle, l'armée lui appartient et que l'armée est prête à se sacrifier pour elle. Les militaires qui veulent remporter la bataille du rapprochement avec la population ont convié les participants à une séance de saut en parachute exécutée par le lieutenant-colonel Jean-Hubert Wassena et ses hommes. Les manifestations se sont achevées par un défilé militaire auquel ont pris part des membres de la société civile. Dans le domaine de l'environnement, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a initié cette année un projet d'enquête sur la gestion de l'information environnementale. Objectif, entamer des démarches fiables en vue d'apporter des solutions aux problèmes environnementaux dans les zones côtières. Un atelier de 2 jours pour restituer les résultats de ces enquêtes s'est ouvert à Grand Bassam, nous dit Serge Gongoumet. L'érosion côtière et l'insalubrité sur les côtes sont entre autres les problèmes environnementaux auxquels l'État de Côte d'Ivoire veut faire face, et cela conformément aux dispositions de Rio+20, un sommet tenu au Brésil en 2012. Première étape pour apporter des solutions à ces problèmes environnementaux, des enquêtes sur la gestion de l'information environnementale. Cet atelier de 2 jours a pour objectif de restituer les résultats des enquêtes menées par les structures spécialisées dans les questions environnementales. L'initiative est du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Du fait que 40% de la population tire leurs moyens de subsistance de la zone côtière. Ainsi, du fait de la forte pression anthropique sur cette zone, elle est le théâtre de graves atteintes à l'environnement. Et on peut citer la pollution, la dégradation de la biodiversité, l'érosion côtière et autres effets des changements climatiques. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a initié, en collaboration avec le PNUD et le FEM, le projet de renforcement du système de gestion de l'information environnementale pour le développement de la zone côtière de Côte d'Ivoire en réponse aux objectifs des conventions de Rio. Le projet bénéficie du soutien du FEM, Fonds pour l'environnement mondial, et du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Un projet financé à plus de 400 millions de francs CFA. Cette information permet de suivre tous les paramètres qui sont nécessaires pour vraiment faire prendre en considération un certain nombre de préoccupations et les financer, les programmer et pouvoir aussi communiquer sur la biodiversité, sur le changement climatique. Ces données nous permettront de mieux nous sécuriser du point de vue alimentaire, du point de vue touristique, etc. Voilà. Le CNTG, Comité national de télédétection et d'information géographique, la SODEXAM et l'OIPR sont entre autres les structures qui prennent part à cet atelier de Grand Bassam. Un mot de politique en bref. Un collectif de 72 fédéraux a demandé hier à Laurent Gbagbo de retirer sa candidature afin de préserver la cohésion au sein du parti. Selon le collectif, la candidature de Laurent Gbagbo met à mal la cohésion tant au niveau de la base qu'au niveau de la direction du FPI. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo à la haie et le président sortant Pascal Affi-N'Guessan convoitent la présidence du FPI au 4e congrès qui s'ouvre le 11 décembre prochain au Palais des Sports de Treichville. Une agence ivoirienne de marketing social à San Pedro, en clair, il s'agit d'améliorer les services de planification dans le Bassa-Sandra. On fait le point avec Thérèse Tapeyoboué. La population de la Côte d'Ivoire aurait dépassé en 2011 22 millions d'habitants avec un taux de croissance annuel de 2,8%, avec plus de 500 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes à la fin de 2000. D'ici à 2030, la population devrait atteindre 34 à 36 millions d'habitants. Une politique de planification familiale s'impose. Le lancement des activités de l'Agence ivoirienne du marketing social, AIMAS, et du projet d'intensification de la politique de la planification familiale dans la ville de San Pedro marque donc une étape importante dans l'amélioration des services de santé.
de reproduction. Et nous avons décidé ensemble avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida d'accorder un effort particulier sur la planification familiale en appuyant ce projet que l'on appelle projet d'intensification de la politique de planification familiale qui porte sur un montant de 5 milliards de francs CFA. C'est un appui à AIMAS, l'association ivoirienne pour le marketing social. Et dans le cadre de cet appui, on pense que c'est la meilleure façon de toucher le maximum de jeunes femmes, de femmes, pour les questions de planification familiale. 10 districts ont été ciblés. À cette occasion, ce projet va s'étendre sur une période de 3 ans. Il permettra aux Ivoiriens d'avoir accès à des services de planification des naissances de qualité. Plusieurs activités menées sur le terrain grâce au financement du contrat de désendettement et de développement ont été visitées par le directeur de l'AFD en Côte d'Ivoire. Le sida reste toujours une préoccupation pour tous. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre dernier, en Côte d'Ivoire, des sociétés et entreprises ivoiriennes ont marqué l'événement par des dépistages gratuits et des dons de sang. Patricia Omouetia. Dépistage, dons de sang, prévention. La sensibilisation se poursuit avec les employés de cette entreprise à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du sida. En collaboration avec l'Organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique, OASA, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida met en exergue l'accès pour tous à la prévention, au traitement, aux soins et services de soutien. En 2013, nous avons fait à peu près 250 dépistages sur le site. Cette année, nous ambitionnons 300 à 350 dépistages. Et on veut un engouement justement autour de ça, parce qu'on veut bien montrer que le VIH-Sida n'a pas encore de vaccin. C'est vrai qu'il y a des médicaments qui permettent aujourd'hui à ceux qui sont malades d'être beaucoup mieux portants, mais on ne veut pas que les gens pensent qu'il y a un vaccin et qu'ils abandonnent les habitudes de prévention, notamment le port du préservatif, l'abstinence, des rapports protégés, voilà, et puis des attitudes vraiment qui permettent justement de ne pas avoir à contracter le virus VIH-Sida. Occasion pour l'entreprise de récolter quelques poches de sang, environ 80 poches recueillies. Action indispensable pour sauver des vies. L'objectif était de 100 poches, donc nous sommes à 80% de donneurs déjà qui ont répondu favorable. Et donc pour nous, les objectifs sont atteints, nous sommes satisfaits, nous espérons que les autres entreprises emboîteront le pas pour que nous ayons plus de donneurs et surtout des donneurs fidèles. L'Organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique est une organisation à but non lucratif qui soutient toutes les actions visant à l'amélioration de la santé publique en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, les nouvelles autorités et le peuple burkinabé dans son ensemble ont rendu mardi un dernier hommage aux martyrs de la Révolution. 5 minutes de silence ont été observées sur place, des images pour en témoigner. 6 cercueils recouverts du drapeau burkinabé. Des taches rouges, vertes et jaunes installées sur la place de la Nation à Ouagadougou pour un dernier hommage national. Pour l'occasion, la place a été rebaptisée Place de la Révolution, comme au temps du capitaine Sankara. Le pays a organisé des funérailles officielles pour les martyrs de la Révolution qui a renversé le président Compaoré. Nous, on a subi une perte, donc évidemment on est dans la douleur. Mais quand on voit tout ce monde qui est derrière nous aujourd'hui pour nous soutenir, c'est beaucoup de réconfort. On sent qu'on n'est pas seul dans cette situation. Le président de la transition, Michel Kafando, et son premier ministre se sont inclinés devant les dépouilles. Une foule innombrable a accompagné ensuite le porte-char sur lequel étaient disposés les cercueils. Une longue procession en direction du cimetière Gougain où ont été inhumées les victimes. L'hommage et le recueillement n'ont pas empêché plusieurs organisations de la société civile d'exiger la lumière sur les circonstances de la mort des manifestants. Au total, 24 morts ont été dénombrés lors des manifestations des 30 et 31 octobre. Dans l'actualité sportive, le calendrier de la phase finale de la CAN 2015 est connu. La Côte d'Ivoire est dans la poule D avec la Guinée, le Cameroun et le Mali. Pour le match d'ouverture, la Guinée équatoriale affrontera le Congo le 17 janvier prochain au Dalégbé. Pour plus de détails. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun et la Guinée feront chemin ensemble pour le compte du groupe D.
Conduits par le sélectionneur Hervé Renard, les éléphants de Côte d'Ivoire auront à consommer un plat peu ordinaire, les lions indomptables du Cameroun. Adversaires redoutables pour nos pachydermes. La Guinée et le Mali non plus ne sont pas inoffensifs. Hervé Renard a désormais une idée des adversaires de son équipe. Son avantage, c'est qu'il connaît la Coupe d'Afrique des Nations et les pays que comprend le groupe D. Mais aura-t-il le temps suffisant pour mettre en place un groupe compétitif qui n'aura que pour ambition remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2015? C'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.